L'entité sioniste subit des revers et pourtant les médias occidentaux prétendent non sans nervosité que l'Axe en lui-même contrôlerait la situation. Pourtant, au sein des territoires occupés, filmer ou publier des vidéos des zones bombardées strictement interdit. Pour en parler de ça et d'autres aspects de la guerre contre l'Iran, je reçois Marc-Gabriel Draghi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes juriste spécialisé en histoire du droit et en sciences politiques. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages comme La grande narration vers la mort des nations. Encore une fois, bienvenue. C'est à vous. Alors la guerre contre l'Iran déclenchée par l'axe américano-sioniste, c'est une guerre à plusieurs niveaux, mais surtout c'est une guerre d'attrition. Mais cette fois, l'Empire américain semble être tombé sur un adversaire résilient avec sa pépinière de différents missiles. D'ailleurs, on l'a vu, on le voit tous les jours avec les images. Les États-Unis avaient l'habitude d'agresser des nations sans défense ou moribondes. Là, le scénario semble être différent. Votre avis? Alors, la première chose à dire, c'est que la guerre en Iran et l'agression israélo-américaine euh, euh, est particulière dans le sens où le Pentagone, notamment, donc le ministère des Armées des États-Unis, avait averti l'administration Trump qu'il n'était pas forcément opportun de déclencher une action d'envergure et notamment des frappes et des bombardements sur l'Iran dans le contexte actuel. Rappelons-le, il y a moins d'un an, Israël avait lancé son opération contre l'Iran, Rising Lion, et ce qu'on a appelé après la guerre des 12 jours, et les États-Unis étaient venus en soutien d'Israël, notamment pour sauver l'entité Israël, puisqu'elle était à court de munitions. Certains officiels américains et certains militaires américains experts en géostratégie ont averti Donald Trump qu'il pouvait être risqué de mener ce genre d'opération. Et ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que cette agression, qui est évidemment en dehors du droit international, mais est-ce que le droit international existe encore et est-ce qu'il a déjà existé, c'est une autre question. Cette action est la volonté première de l'entité Israël et a priori, on le voit de plus en plus à chaque jour qui passe, les États-Unis d'Amérique ont été forcés et contraints, notamment par l'intermédiaire de leur président, de mener cette guerre contre l'Iran. Et chaque jour qui passe, a priori, vient à confirmer que cette opération était une grave erreur pour l'Empire américain et ça pourrait le fragiliser très sévèrement dans les mois qui viennent. Washington et Trump tentent d'imposer un narratif repris par les médias, notamment français. Les Iraniens, avec leurs différents canaux, y répondent de leur côté. Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien, sur une télévision occidentale il y a 2 jours, a dit que Téhéran n'avait pas demandé de cesser le feu, contredisant donc la version de la Maison-Blanche. Les Iraniens ne sont pas pressés d'en finir avec cette guerre. Les principales rues des villes iraniennes, à l'heure où on parle, continuent de crier vengeance. Cette même rue qu'on voulait libérer il y a quelques semaines. Ça, je ne sais pas si vous m'entendez, Gabriel Draghi. Oui, en fait, il est clair que l'opération, au tout départ, et c'est ce qui a peut-être motivé Donald Trump, c'était de vendre l'opération comme un changement de régime. D'ailleurs, on va le dire assez simplement, hein, d'un point de vue militaire et historique, le fait de frapper un pays avec des bombardements et on va dire des porte-avions, l'armada qui a été déployée par Trump et des missiles, ça n'a jamais permis de gagner une guerre. Aucun pays n'a jamais gagné une guerre en envoyant des missiles et en n'intervenant pas au sol. Donc on est quand même sur une problématique qui est particulière. Et au début, dans les premiers jours de l'opération, donc samedi dernier, il avait été dit par le narratif occidental et le narratif israélo-américain que l'objectif était le changement de régime, permis a priori, selon les Israéliens et les Américains, par la mort et l'assassinat du guide suprême Ali Khamenei.
Et c'était l'occasion pour le peuple iranien de se rebeller a priori contre ce maléfique régime, comme le dit Donald Trump, mais on voit que ça prend pas du tout et que c'est un échec total et ça a même renforcé, si a priori il y avait des contestations, ça a renforcé l'État iranien. En plus, ça a fait tomber l'ayatollah Khamenei en martyr, ce qui, a priori, dans la symbolique des iraniennes et chiites, renvoie quand même à certains souvenirs. Donc je pense que ça, c'est une opération qui est complètement loupée de la part des États-Unis. La volonté israélienne, il faut le dire, semble être quand même différente. On est dans une logique presque maintenant traditionnelle de la part d'Israël, qui est en fait une logique de destruction la plus totale et la plus complète. Et on voit que les États-Unis courent après la volonté belliciste israélienne et sont forcés de se joindre à cette opération. Et là, vous en avez parlé, ça fait déjà 9 jours de guerre et les officiels iraniens ont déjà dit qu'ils étaient prêts au minimum à 6 mois de guerre dans les conditions dans lesquelles cette guerre est exercée. Donc là, le plus dur commence pour les États-Unis, sachant que les États-Unis ont déjà commencé à rapatrier des batteries intercepteurs de missiles venant d'Ukraine. Donc on voit que, on va dire, au niveau de la géostratégie militaire américaine, on est en train de déshabiller notamment l'Ukraine sur un champ d'opération de l'Europe de l'Est pour renvoyer des intercepteurs au Moyen-Orient, sachant qu'on n'est même pas à 10 jours de guerre. Donc ça sent quand même très très mauvais pour les États-Unis d'Amérique. Le secrétaire à la défense américain, Pete Hegseth, a dit que l'Iran et sa population seront fortement fragilisés par les bombes américaines. Cela nous rappelle un peu la position américaine en 1965, quand le général de l'US Air Force, Curtis LeMay, disait à propos des Nord-Vietnamiens que les Américains les bombarderaient jusqu'à l'âge de pierre. On connaît la suite, même après avoir largué 8 millions de tonnes de bombes, les Américains ont perdu la guerre au Vietnam. Est-ce que les Américains se reposeraient, selon vous, trop sur leur arsenal militaire en faisant peut-être l'impasse sur la stratégie ? C'est ce qui ressort, c'est la résonance contre des propos de Trump et de ses proches, en tout cas. C'est exactement ça, et il faut le dire, il y a même des médias proches d'Israël et on va dire de la sphère mondialiste qui évoquent une non-stratégie, c'est-à-dire le déclenchement d'une opération où il y avait aussi une symbolique pour Israël, puisqu'on était à l'époque de la fête de Pourim, mais on voit bien que Benjamin Netanyahou a aussi poussé l'administration Trump à déclencher cette guerre à ce moment-là, sachant que Benjamin Netanyahou a lui aussi un agenda politique et de justice, puisqu'il devait être avant le déclenchement clairement, les États-Unis ont sous-estimé la capacité stratégique de l'Iran, sachant que l'Iran a opéré dans les premiers jours à des actions qui relèvent quand même du coup de maître, puisqu'il y a eu une stratégie de cibler les emprises américaines dans le Golfe et plus globalement dans les pays voisins, ce qui a, je pense, ce qui a fait que les États-Unis ont dû changer de stratégie et notamment cibler en priorité les missiles qui étaient à portée du Golfe Persique pour assurer à minima une sécurité qui ne peut pas être assurée pour les monarchies pétrolières du Golfe, les Émirats arabes unis, le Qatar ou encore l'Arabie saoudite. Donc l'Iran a vraiment maintenu, on va dire, une stratégie qui était efficiente dans les premiers jours du conflit. Là, on voit qu'il y a eu un ralentissement des deux côtés, même si les propagandes évidemment quotidiennes disent que les frappes s'intensifient. Les États-Unis ont opéré un retournement stratégique puisqu'ils sont dans l'obligation d'économiser certains missiles et notamment aussi certains missiles intercepteurs pour parer à certaines attaques iraniennes. Donc oui, il est clair que les États-Unis ne sont pas préparés, n'étaient pas préparés à cette intervention. Et vous avez fait le parallèle avec le Vietnam. Il est très très probable que les États-Unis s'effondrent
de manière bien plus drastique avec cette opération et cette guerre en Iran que ce qui avait été le cas au Vietnam, et que ça soit une catastrophe politique pour le président Trump d'une manière encore plus considérable qu'avec le conflit vietnamien, puisqu'il faut le rappeler, 75 à 80% de la population américaine et même plus de la moitié du camp républicain de Donald Trump, et en particulier le mouvement MAGA, sont contre cette guerre qui contredit toutes les orientations et toutes les promesses qu'avait fait Donald Trump durant sa campagne. La guerre contre l'Iran et ses résonances au niveau régional, je veux parler du Moyen-Orient, surtout avec les monarchies du Golfe, qui ne seraient plus disposées à payer, selon le Financial Times. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar et le Koweït envisageraient sérieusement de se retirer donc du contrat avec les États-Unis et de geler les futurs investissements. Les pays du Golfe refuseraient, d'après le journal, que leur infrastructure, à savoir pétrole, tourisme, aviation, deviennent les champs de bataille à cause des décisions de Trump et de Netanyahou. Est-ce que, parce que tout simplement, Trump et Netanyahou ont mis en péril ces mêmes pays en organisant des théâtres non seulement d'expérimentation et de guerre. Est-ce que pour vous, ça serait la fin de l'hégémonie américaine au Moyen-Orient? Est-ce qu'il y aura un avant et un après cette guerre concernant l'architecture de ces pays, concernant cette région? Alors ça a déjà commencé en réalité. Quand Donald Trump s'est fait élire, il a fait justement une tournée, vous l'avez dit, où il avait été voir le Qatar, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, et on avait pensé que c'était un renouveau, ou en tout cas comme les accords de l'USS Quincy à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Trump avait a priori renforcé l'influence américaine dans cette région à l'occasion de ses premiers mois de mandat. Mais vous l'avez très justement dit, et ça fait écho à ma précédente réponse, l'Iran en fait a ciblé le point faible des États-Unis, c'est-à-dire elle a montré aux alliés officiels dans cette région des États-Unis que les États-Unis ne les défendaient pas et que tout était pour l'entité terroriste Israël en termes d'intercepteurs et en termes de missiles et de stratégie de protection. Donc ça a déjà fragilisé drastiquement les États-Unis et leur influence dans cette zone. Et chose exceptionnelle, c'est les pétromonarchies ont commencé à invoquer des clauses de ces contrats, vous l'avez dit, ça a été dit par le Financial Times, en expliquant que la guerre était un cas de force majeure et qu'elles allaient remettre en cause toutes les politiques d'investissement à la fois aux États-Unis, mais aussi dans des infrastructures de sociétés américaines au Moyen-Orient. Donc là, c'est un coup terrible porté à l'économie américaine qui, il faut le rappeler, est loin d'être florissante malgré les narratifs gouvernementaux et notamment de l'administration trumpienne. Donc c'est pour ça que l'Iran a réussi un coup double et un coup magistral qui est évidemment pas documenté dans les médias occidentaux, mais dans le monde, on sait que grâce à ces premiers jours de conflit, l'Iran a permis le grand dévoilement de la nudité américaine dans la région, et ça va mettre, quand je dis ça va mettre, ça a déjà mis un coup terrible à l'économie américaine, et ça ne va pas cesser de croître. Puisque les États-Unis sont très très fragilisés. Alors on peut aussi comprendre la volonté de Trump de reprendre en main le pétrole du Venezuela, justement pour, on va dire, colmater cette brèche de perte d'influence au Moyen-Orient. Mais en tout cas, il est clair que ça a déjà commencé et que les États-Unis vont ressortir très 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 affaiblis au Moyen-Orient après cette opération en Iran. Vous vous intéressez également beaucoup dans vos travaux aux questions économiques et monétaires. Avec cette agression contre l'Iran, les marchés regardent une seule chose, à savoir le prix du baril. On est au-delà des $90 selon le Brent. Un pétrole donc qui monte, l'essence qui va exploser sans doute, une inflation également qui va augmenter. Sommes-nous, selon vous, au devant d'un crash boursier à cause des frappes directes contre l'Iran ? Alors, il y a eu déjà des premières alertes. L'Iran a aussi ciblé des intérêts américains, notamment des data centers d'Amazon. Et vous avez le plus grand gestionnaire d'actifs des États-Unis et de Wall Street,
que tout le monde connaît, qui s'appelle BlackRock, qui a commencé à limiter les politiques de retrait de ces investisseurs, ce qui n'est jamais bon signe et ce qui témoigne d'une grande fragilité de l'économie américaine et donc de l'économie mondiale, puisque l'infrastructure financière encore maintenant du monde est une infrastructure portée et construite par les États-Unis d'Amérique. Il y a une tendance de dédollarisation qui est maintenant actée depuis 10 ans. Elle est encore et toujours un peu lente, mais elle est actée et elle est presque inévitable. Et donc oui, la guerre en Iran pourrait être l'acte, on va dire, le coup de vent du grand château de cartes du système financier comme on le connaît, et notamment depuis la crise des subprimes en 2008. Et sur ce qu'on voit, a priori, les marchés pour l'instant essaient aussi de soutenir le narratif de Trump. Et on le sait, les marchés Wall Street et la City en particulier sont très liés à Israël. Donc il est opportun pour eux de ne pas dévoiler, on va dire, la grande catastrophe. Je le rappelle, dans les premiers jours du conflit, nous ne sommes qu'à 9 jours, mais il est très très vraisemblable qu'après 3 mois de conflit, si ça en reste là et si la configuration ne change pas, il est très très probable que nous soyons tous, c'est-à-dire le monde entier, devant une crise financière mondiale. Vous l'avez dit, le prix du Brent commence à s'envoler et les premières victimes, avant même les États-Unis d'Amérique, ce sera plus particulièrement l'Union européenne qui est totalement dépendante en termes énergétiques de puissances comme les États-Unis ou même de pays du Golfe, puisqu'il y a un approvisionnement énergétique qui se fait notamment en Arabie Saoudite et même en Irak. Donc ça va être très très compliqué pour les Occidentaux, en particulier dans un premier temps pour l'Union européenne et pour les États-Unis qui vont voir cette opération leur revenir dans la figure de manière très très dure. Et l'économie mondiale va évidemment être fragilisée dans cette perspective d'un conflit qui durerait plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On sait qu'actuellement, les grandes banques d'investissement organisent des réunions de crise suite à cette guerre. On craint, vous l'avez dit, un retrait massif des liquidités avec les frappes sur les artères énergétiques. Au Moyen-Orient, les investisseurs institutionnels étrangers responsables de la gestion de milliers de milliards de dollars ont déclenché à présent des algorithmes de liquidation massive. C'était vendredi soir, on a enregistré une sortie nette estimée à plus de 75 milliards de dollars. L'inquiétude sur les gros portefeuilles mondiaux est une réalité. Est-ce que Trump a prévu tout ça ? C'est justement une très bonne question. On peut quand même légitimement en douter. Alors, est-ce qu'il a été trompé? On sait que le déclenchement de la guerre en Iran est lié au dossier Epstein et en fait un réseau de corruption financière et de chantage, de pédocriminalité au service et au profit d'Israël. L'ensemble du monde est au courant maintenant. Donc, on voit bien qu'il a été forcé de manière très rude, pour être très clair. Donc, je pense que l'administration Trump est impréparée n'est pas du tout préparée pour faire face aux conséquences terribles sur l'économie mondiale et même sur la crédibilité diplomatique des États-Unis, puisque rappelons-le, les États-Unis et Israël, mais Israël ça ne compte pas puisque c'est une entité terroriste, donc on va dire la parole d'Israël ne compte pas au niveau international, mais pour les États-Unis ont encore une fois attaqué l'Iran dans une phase de négociation, ce qui avait été déjà le cas lors de la guerre des 12 jours. Donc les États-Unis, au niveau diplomatique et dans le monde, on va dire, pour échanger et se présenter en interlocuteur crédible, ont encore perdu de la crédibilité. Et par rapport à ce qu'on voit et par rapport aux annonces gouvernementales du gouvernement américain, il est fort peu probable que le gouvernement, notamment le ministère de la Guerre ou le ministère des Affaires étrangères, ait prévu les conséquences à long terme de ce conflit. Évidemment, dans le narratif occidental, on nous explique que l'Iran va être libéré d'ici quelques jours, c'est bientôt terminé, mais les opinions publiques européennes et même américaines
savent très bien que ces annonces ne sont que des illusions. On le voit notamment aussi avec la guerre en Ukraine. Donc non, je pense que l'administration Trump a pris un très gros risque, sachant qu'il y a les élections de mi-terme, de mi-mandat à la fin de l'année. Il n'est pas du tout improbable, il est même certainement très probable que les républicains perdent ces élections, et il est potentiellement possible que Trump se fasse révoquer, c'est-à-dire impeacher, et qu'il soit chassé de la présidence si s'il y a une forte majorité contre lui. Donc Merci. non, ça démontre le niveau d'impréparation de l'administration Trump. Merci Gabriel. Marc-Gabriel Draghi, vous êtes, je le disais, spécialisé en histoire du droit et en sciences politiques. Merci d'avoir été des nôtres et je vous dis à bientôt. Merci à vous. L'IJK International se conclura ici. Merci de nous avoir prêté attention. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée.